grand merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cet événement qui va commencer d'ici une petite heure. Ce week-end, il y a en France une 60aine de manifestations et donc qui couvrent l'ensemble des capitales régionales et un certain nombre de villes moyennes. Pourquoi? Parce que à partir de mardi 2 février, le Sénat va examiner en seconde lecture le projet de loi bioéthique, qui est une loi bioéthique et sociétale avec un certain nombre de mesures que nous contestons. Alors ces événements sont organisés par un ensemble de plus d'une vingtaine d'associations partenaires dont nous sommes plusieurs représentants. Et je passerai d'abord la parole à Franck Meyer du collectif des maires pour l'enfance, qui est maire de Sotteville-sous-le-Val. À toi la parole, Franck. Merci Ludovine. Merci encore à tous d'être là pour relayer aussi nos inquiétudes et puis également nos revendications, ce que nous souhaitons par rapport au projet de loi relatif à la bioéthique. Alors ce que nous souhaitons, eh bien dans l'idéal, nous pensons que c'est vraiment pas le moment de parler de bioéthique, c'est-à-dire de sujets qui engagent véritablement l'avenir de l'humanité, de l'être humain. Vous verrez tout à l'heure en particulier pourquoi. À un moment où on est en pleine crise sanitaire et toutes les énergies, en particulier les énergies publiques, doivent être tendues vers l'objectif de secours, de soutien auprès de tous ceux qui ont besoin d'aide dans la période que nous traversons. Alors, on ne comprend pas, nous les élus, l'entêtement du gouvernement à ce sujet. Nous sommes au premier plan, évidemment, pour accompagner, gérer, aider les populations touchées par la crise sanitaire. Et alors que finalement, je le disais tout à l'heure, on doit mobiliser toutes nos énergies dans cette direction, c'est une toute autre direction vers laquelle le gouvernement nous demande d'aller, en tout cas nous demande de nous intéresser. Alors regardons un petit peu de quelle direction il s'agit. Le Sénat va devoir donc se prononcer sur le projet de loi présenté par le gouvernement et qui a été de nouveau retouché en fin juillet de l'année dernière. Et notamment, nous l'espérons, nous les élus, le Sénat remettra et écrira à nouveau ce qu'il avait déjà écrit en première lecture, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de droit à l'enfant. Pour le collectif des maires pour l'enfance, chaque enfant a droit à connaître son père et sa mère et à être élevé par eux. Pouvoir prévoir des dispositions qui, demain, priveraient sciemment de toute filiation paternelle des citoyens français, ça ne nous paraît absolument pas convenable. Et comment comprendre aussi ce qu'on appelle la reconnaissance anticipée de volonté qui est proposée dans le projet de loi? Comment les élus comme moi-même, comme les élus des maires pour l'enfance, peuvent-ils comprendre une telle disposition? Je rappelle que le 20 mars 2019, nous avons reçu une circulaire de la garde des Sceaux nous demandant de lutter contre les reconnaissances frauduleuses d'enfants. Eh bien, qu'on veuille bien m'expliquer, quand la filiation devient une affaire de volonté, et de volonté simple, j'allais dire, comment on va pouvoir lutter contre les reconnaissances frauduleuses d'enfants? À partir du moment où on quitte le terrain de la biologie, de la génétique, de l'ADN finalement d'un enfant, on se hasarde vers des terrains qui sont absolument glissants. Comment aussi des officiers d'état civil demain accepteront-ils de signer des actes de naissance dans lesquels il sera dit qu'il y a deux mères et qu'il n'y a aucune filiation paternelle? Enfin, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, mais également pour tous, et c'est ce que vous avez certainement remarqué, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères d'infertilité qui est retenu dans ce projet de loi, c'est-à-dire que même un homme, une femme peuvent avoir recours à une procréation médicalement assistée sans problème médical déclaré. Eh bien, si tel est le cas, nous craignons, en tant que citoyens et en tant qu'élus également, que demain, on glisse vers de l'eugénisme, c'est-à-dire une sélection des embryons à partir de critères que les parents décideront entre eux, mais ces critères vont nous engager sur la voie de la sélection par volonté propre de notre humanité. Tout cela, voyez-vous, nous inquiète particulièrement. C'est pourquoi nous demandons au Sénat de réécrire en profondeur ce texte. Et mieux encore, évidemment, notre souhait, ce serait de suspendre le parcours parlementaire de ce texte. Merci de m'avoir écouté. Patrice Aubert du Courant des Poissons Roses, qui est une plateforme de réflexion à gauche. Bonjour. Alors les Poissons Roses sont effectivement une plateforme de réflexion de chrétiens à gauche et nous faisons partie depuis le début de ce collectif Marchons Enfants parce que nous considérons que
il y a des questions fondamentales qui transcendent le spectre politique. Alors, notre position, elle tient en plusieurs points. Le premier, c'est que nous partageons complètement les données qui viennent de vous être expliquées et les positions sur le refus de l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Nous avons à ce titre publié, il y a déjà maintenant 1 an, un rapport qui s'appelle « La famille durable au-delà des fascinations biotechniques ». Je vous convie à vous y renvoyer, il est sur le site des Poissons. Deuxièmement, nous voulons faire remarquer que cette loi a un côté impraticable. Sans doute vous savez qu'il y a moins de 400 personnes, hommes, qui donnent leur sperme en France. En juin de l'année dernière, nous avions lancé un établissement français de collecte du sperme des parlementaires et des ministres pour les mettre devant l'évidence que le manque de sperme actuel ne pourrait être qu'accru avec cette loi et que la conséquence très simple mais dramatique serait la rémunération du don des gamètes. Alors ce débat a été entendu depuis, mais nous attirons l'attention sur le fait que nous allons introduire les lois du marché et donc la commercialisation des organes. Autre point que je voudrais souligner, c'est le suivant. Nous sommes tous conscients qu'il y a une crise sanitaire actuelle. Cette crise, elle est en partie due aux excès de la science par rapport à la nature. Et le président de la République a lui-même, dans une intervention, dit que la crise de la Covid-19 interrogeait notre mode de développement. Et voilà que cette loi s'appuie sur la science pour modifier la structure même du vivant humain. Vous voyez bien l'aberration. Donc il faudrait au minimum relire un certain nombre d'articles de cette loi à la lumière de la crise de la Covid-19. Parce que dans 20 ans, on viendra dire, mais comment ça se fait qu'ils ont pris ces dispositions-là? Ne se rendaient-ils pas compte qu'ils renouvelaient par rapport à l'humain ce que nous avons fait par rapport à la nature? Donc nous demandons au moins une suspension, une réflexion sur le projet de loi. Et puis enfin, au-delà des cas particuliers qui ont été évoqués, on voit bien que c'est la problématique de la famille qui est en cause. La famille au début de vie et la famille en fin de vie. Et donc nous demandons depuis longtemps à ce que se tiennent des états généraux de la famille durable. Car c'est quand même incroyable, il n'y aurait que la famille qui ne serait pas durable. Elle reste à définir, mais c'est justement un enjeu de société suffisamment important pour qu'on prenne du temps, qu'on réunisse toutes les parties et qu'on s'interroge ensemble sur cette question, d'autant plus que, comme vous l'avez remarqué, à l'occasion de la crise de la Covid, la famille est apparue comme vraiment le socle de solidarité primordial de la société. Et donc nous devons être extrêmement attentifs quand nous y touchons. Je vous remercie. Aude Mirkovic, qui est là pour juriste pour l'enfance et dont elle est la porte-parole. Voilà, merci. Donc Juriste pour l'enfance est une association qui œuvre au service de l'enfant pour la promotion et le respect des droits de l'enfant. Et nous sommes ici avec le collectif Marchons Enfants parce que nous ne voulons pas laisser préparer pour les enfants de demain un monde où ils sont le matériau d'un nouveau marché. C'est-à-dire que les ressources naturelles s'épuisent un peu partout, tous les marchés s'essoufflent et la tentation est grande d'utiliser l'humain non seulement comme consommateur mais comme matière première inépuisable d'un nouveau marché. Et nous ne voulons pas du marché du sperme, du marché des ovocytes, du marché des embryons. Le projet de loi de bioéthique, dans son article 1er, ouvre la PMA non seulement aux femmes célibataires, aux couples de femmes, mais à tout le monde, puisque la condition d'infertilité disparaît. C'est la procréation sans sexe pour tous, selon les termes du rapporteur sur le projet. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la procréation avec sexe ne rapporte rien, alors que la procréation technologique rapporte gros, et d'autant plus gros qu'elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie.
Donc nous ne voulons pas préparer pour nos enfants ce monde du marché de l'humain. Nous voulons pour eux un monde où l'humain reste humain, tout simplement, où il n'est pas modifié génétiquement, il n'est pas mélangé avec des espèces animales, il n'est pas produit, fabriqué dans une chaîne industrielle. Moi, je ne veux pas que ma fille ait comme cadeau à Noël de la part de son employeur avec les chocolats un kit de congélation de ses ovocytes avec une fécondation in vitro 10 ans plus tard. Non, parce que pour les enfants, nous travaillons à un monde meilleur, mais pas le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Alors je voudrais repréciser en quelques mots les grandes mesures du projet de loi de bioéthique. J'ai vu quelques sourcils froncés ou un peu d'étonnement. Donc je rappelle qu'à l'article 1er, il y a la procréation médicalement assistée sans motif médical pour les couples hommes-femmes, ce qui est une aberration, pour les couples de femmes et les femmes seules, donc en l'occurrence en privant volontairement l'enfant de père. Il y a également son remboursement par la sécurité sociale, y compris sans motif médical. À l'article 2, vous avez tout ce qui est question de dons de gamètes et d'autoconservation des gamètes sans motif médical, 2 et 3, et remboursement par la sécurité sociale donc. À l'article 4, une filiation qui serait une filiation fictive puisqu'on déclarerait, on mettrait sur l'acte de naissance d'un enfant qu'il est né de 2 femmes. Or, on nous dit que les papiers, l'administratif, c'est très important quand on nous parle de la GPA, mais quand c'est pour priver un enfant de père, tout d'un coup, ça pose aucun problème. Et s'il y a deux mères prétendument sur un acte de naissance, demain matin, il y aura 2 pères et il y aura tout ce qu'on voudra d'autre. Puisque ce serait juste fondé sur la déclaration conjointe anticipée des femmes en question. Vous avez ensuite, ce sont les articles 15, 16, 17, la possibilité de créer des embryons transgéniques, donc des embryons humains génétiquement modifiés, et des embryons chimères, c'est-à-dire l'adjonction de cellules embryonnaires humaines à l'embryon animal. Vous avez également, à l'article 4 bis, excusez-moi, un article qui est très controversé, qui fait polémique et qui traite de la gestation pour autrui. Contrairement à ce qu'on lit trop souvent, la GPA est bien l'un des sujets du projet de loi de bioéthique. Il s'agit de reconnaître éventuellement, de transcrire éventuellement systématiquement la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Si on la reconnaît, en réalité, on reconnaît le principe de la GPA. Il faut savoir que ces enfants, et heureusement, comme tous les enfants du monde, ils ont un acte de naissance établi à la naissance dans le pays de l'essence. Mais les promoteurs de la GPA veulent effacer la mère porteuse, c'est le comble de l'invisibilisation de la femme, et ils veulent pouvoir ajouter le parent, homme ou femme, le conjoint du père, qui s'est déclaré parent du fait de sa seule volonté. Donc la GPA est bien dans le texte. Il y a aussi, à l'article 20, la possibilité d'accéder à l'IMG, l'interruption médicale de grossesse qui est possible jusqu'à 9 mois, en cas de détresse psychosociale, qui est un motif très flou et très subjectif. Et donc tous les sujets que nous avons évoqués là depuis quelques instants, ce n'est pas du tout nos fantasmes, ce ne sont pas des rumeurs, tout ça est bien dans le texte. Et certes, sur la question des gamètes, aujourd'hui les gamètes ne peuvent être que donnés. Mais tous les pays qui ont étendu la PMA au-delà des couples hommes-femmes souffrant d'une pathologie de la fertilité, il y a un tout petit pourcentage qui a besoin de dons de gamètes. Les couples de femmes et les femmes seules, ce serait 100% d'entre elles. Et la présidente de la Fédération des sécos et d'autres experts et spécialistes ont reconnu tout à fait qu'il y aurait un problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme la Grande-Bretagne, la Belgique et d'autres pays, on va, dans une sorte de zone grise, discrètement, acheter aux pays qui payent les hommes, comme le Danemark. C'est tout simple. Et donc ce que nous disons et développons est fondé, argumenté, étayé. Ce que nous demandons, en très bref, ce que nous demandons, c'est le retrait de ce projet de loi de bioéthique. Ça n'est pas le moment. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est le premier à porter ce texte comme ministre de la Santé, a d'autres urgences à traiter, d'autres priorités. Il est en grande difficulté. Les Français souffrent. Il n'est pas là pour le moment pour discuter de tels enjeux qui demandent au contraire du recul et de la sérénité. Et nous demandons aux sénateurs qu'ils ne soient pas comme la feuille morte au vent qui vogue au gré des avis et des opinions, mais qu'ils sachent tout simplement reconnaître et prendre en compte le fait que tous les enfants, y compris les enfants nés par PMA, ont besoin évidemment et le droit dans la mesure du possible d'avoir un père et une mère.
C'est d'une simplicité immense. Et j'ai lu ces derniers jours dans la presse des commentaires sur le fait d'être réactionnaire en s'opposant à la PMA pour toutes. Ce que nous disons, c'est que les enfants nés par PMA ont le même droit que tous les enfants. Et ils ont le droit, dans la mesure du possible, de ne pas être privés volontairement d'un père toute leur vie. C'est aussi simple que cela. Alors des jeunes sont avec nous, qui eux aussi portent ce message, qui sont très mobilisés, et je vais leur laisser dire quelques mots, ainsi ensuite qu'Hicham, qui est un jeune père de famille. Alors effectivement, nous sommes les jeunes de la Manif pour tous, la génération On ne lâche rien. Nous sommes arrivés en février dernier, suite à une demande de plus en plus forte de la part des jeunes. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 60 villes de France pour nous opposer à ce projet de loi ni bio ni éthique. Lors d'un sondage paru l'an dernier, on y découvrait que 64% des 18-24 ans demandent le retrait du projet de loi de bioéthique avant même la Covid. Et dans un sondage paru lors de la crise sanitaire en juin dernier, on y voit que 71% des Français demandent le retrait vis-à-vis de la crise sanitaire. Nous, jeunes de France, nous rappelons à nos politiques pourquoi ils ont été élus. Messieurs les politiques, vous devez écouter le peuple et faire ce qu'il demande. Si en France c'est la loi de la minorité qui l'emporte, alors nous ne sommes plus en démocratie. En résumé, nous jeunes de France, nous nous inquiétons de voir la démocratie bafouée une nouvelle fois pour priver des enfants de père ou de mère, pour bafouer le respect de la femme et bafouer les droits de l'enfant. Nous demandons aux politiques d'écouter les 71% des Français qui ont répondu non. C'est cela la démocratie. La jeunesse vous jugera sur le respect que vous lui portez. Merci à vous. Hicham, qui est un jeune père de famille. Bonjour, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler des conséquences qu'aura cette loi. La PMA, si elle est votée, la PMA sans père, automatiquement on aura la GPA qui va avec. Et ce qu'il y aura avec conséquence, c'est que des organisations criminelles à travers le monde, c'est-à-dire dans les pays pauvres et les pays du tiers-monde, seront attirées par l'appât du gain automatiquement. Et les premières personnes qui seront victimes, c'est les femmes et les jeunes femmes qui seront obligées malheureusement d'être soumises à ce genre de choses. Et je trouve que la PMA sans père et la GPA, c'est pour moi inacceptable. Parmi nous, quelle femme serait prête aujourd'hui à enfanter l'enfant d'un autre, si ce n'est par une contribution financière ou parce que c'est une personne démunie. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment pour montrer les conséquences que cette loi aura à travers le monde. Malheureusement, on sait très bien que des personnes aimeront avoir des enfants, mais l'enfant n'est pas un droit. On ne peut pas se permettre de tout faire aujourd'hui pour l'obtenir. Je vous remercie. Cette manifestation parisienne s'inscrit dans le cadre des 60 manifestations qui ont lieu ce week-end partout en France. Nous sommes là aujourd'hui, c'est une mobilisation de la jeunesse pour rappeler au ministre de la Santé que nous restons mobilisés pour qu'il n'y ait jamais de droit à l'enfant. Et donc voilà, les manifestants vont arriver dans quelques minutes, la manifestation va pouvoir commencer. Et puis nous resterons bien évidemment l'ensemble des porte-paroles à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez pendant la manifestation. Voilà, donc je le rappelle, 60 manifestations partout en France. C'est une organisation qui est délocalisée évidemment, comme vous le comprenez, imposée par le contexte sanitaire. On évite les déplacements massifs et on se mobilise au plus près de chez soi pour rappeler la détermination de tous les Français. Voilà, je vous remercie encore d'avoir assisté à cette conférence de presse et bonne manifestation.